Chaque lundi, le dernier quart d'heure de Smart Bourse est consacré à l'actualité américaine. C'est notre quart d'heure américain avec, en visioconférence, notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas. Bonsoir Pierre-Yves. Merci beaucoup d'être avec nous. Il est encore temps, Pierre-Yves, de revenir sur la disparition d'un titan de l'investissement. Je parle bien sûr de Charlie Munger. On a déjà évoqué la semaine dernière dans cette émission la disparition de Charlie Munger, partenaire de toujours ou quasiment de Warren Buffett, bien sûr, à la tête de Berkshire Hathaway, Charlie Munger, qui est décédé juste avant sa 100e année. Pierre-Yves, est-ce que ça a été un événement aux États-Unis, j'allais dire peut-être, alors dans le monde financier américain, mais peut-être même au-delà du monde financier américain? Est-ce que c'était une de ces personnalités qui avait une aura qui dépassait sa simple industrie, pour dire les choses? Non, je ne crois pas. Il aurait mérité de l'être, mais on en a beaucoup parlé dans le Wall Street Journal, et figurez-vous que même le New York Times en a parlé. Pourtant, un capitaliste, riche, blanc, dont on va chanter les louanges lorsqu'il décède, ce n'est pas tellement l'habitude des New York Times, mais le New York Times a compris quand même qu'il fallait marquer le coup, parce que Charlie Munger, qui n'était pas une personnalité très médiatique, délibérément d'ailleurs, et qui laissait toujours la place, le micro et les projecteurs à Warren Buffett, était pratiquement aussi important que Warren Buffett dans la gestion et dans les décisions d'investissement de Berkshire Hathaway. Et même pour la presse progressiste, les rendements affichés par Berkshire Hathaway sont absolument étourdissants, je les rappelle. Si vous aviez eu en 1980 $1000, qu'est-ce que vous auriez fait avec? Vous auriez acheté 3,4 actions de Berkshire Hathaway. Et aujourd'hui, vous auriez pratiquement 2 millions de dollars. Donc, ça mérite qu'on parle des idées qui ont conduit à ce succès d'investissement sur plus de 50 ans, 58 ans exactement, 19% de rendement moyen annuel. C'est 2 fois plus que le marché. Charlie Munger et Warren Buffett étaient des génies, et Warren Buffett, qui est le cadet de Charlie Munger de 7 ans maintenant, est bien triste d'avoir perdu cette personne avec laquelle il conversait quotidiennement depuis les années 70. Charlie Munger habitait en Californie, du côté de Los Angeles. Warren Buffett circule beaucoup, mais enfin, il est souvent à Omaha, dans le Nebraska. Et Warren Buffett avait besoin de Charlie Munger pour faire rebondir, comme on dit en anglais, ses idées d'investissement. Et Charlie Munger avait la crédibilité et le courage intellectuel de dire non à Warren Buffett, tu te trompes. Et tu verras qu'à la fin du compte, comme tu es un garçon intelligent, tu finiras par te rendre compte que c'est moi qui ai raison. Quelle était la recette Qu'est-ce que Charlie Munger, justement, a apporté à Warren Buffett, Pierre-Yves? Je crois que Warren Buffett a commencé tout seul en rachetant Berkshire Hathaway, qui était une société textile en perdition. Il était l'élève à Columbia de Ben Graham, qui a théorisé l'importance d'acheter des sociétés sous-évaluées, des sociétés qui étaient valorisées par le marché en dessous de la valeur intrinsèque de leurs actifs, pour ensuite les retaper un petit peu et les revendre à profit. Et là-dessus, Charlie Munger arrive et il lui dit « Warren, tu te trompes. Le meilleur moyen de gagner de l'argent, ça n'est pas de faire ça. » Et c'est ce que j'appelle le théorème de Charlie Munger, qui est à mon avis génial parce qu'il n'est pas intuitif. Et qui consiste à dire, j'ai essayé de le traduire en français, il vaut mieux acheter une entreprise extraordinaire à un prix moyen plutôt qu'une entreprise moyenne à un prix extraordinaire. Autrement dit, n'allons pas trop loin dans la recherche de l'entreprise sous-évaluée parce qu'on va acheter des tocards et on va le regretter. Tandis que si on trouve le joyau et que le joyau est valorisé correctement, on va pouvoir le garder en portefeuille 30, 40 ans. On n'aura pas besoin de s'inquiéter de voir si sa valorisation remonte pour le revendre. On ne va pas courir après la plus-value. L'argent, la vraie plus-value durable, elle est dans la capacité à garder en portefeuille pendant des décennies des sociétés valables. Ce qui veut dire, en fait, qu'on n'achète pas simplement des actifs, mais on achète la qualité du management sur longue période.
Un autre commentaire délibérément amusant, parce que Charlie Munger avait énormément d'humour. Il a dit, vous savez, j'aime bien les entreprises qui ont des business simples, qui ont des modèles économiques simples, parce que comme ça, elles peuvent être gérées par des crétins. Et croyez-moi, tôt ou tard, ça finit toujours par arriver. Et si une société est gérée pendant quelques années par des crétins et qu'elle s'en remet, c'est bien la preuve que le business dans lequel elle intervient était un bon business. Alors il y a ce numéro j'ai envie de dire, de ce duo de capitalistes comiques qu'avaient fini par monter Warren Buffett et Charlie Munger lors de leur réunion annuelle, lors de leur assemblée générale à Omaha, dans le Nebraska, début mai, où je me suis déjà rendu. Et c'était très amusant de voir ça, de voir comment Warren Buffett, assez cabotin finalement, gardait le micro pratiquement tout le temps, faisait de longues réponses à des questions qui dépassaient très largement l'univers de la finance, et puis ensuite se tournait vers Charlie Munger qui généralement disait « oui, non, je n'ai rien à ajouter », ou alors s'il ajoutait quelque chose, c'était en quelques phrases quelque chose de très très drôle et de très percutant. Et ce duo fonctionnait très bien, à la fois en tant que spectacle donné aux investisseurs, mais aussi dans la pratique, dans les choix d'investissement pratiqués par Berkshire Hathaway depuis les années 70. Je doute pas des compétences de ceux qui succéderont à Warren Buffett et Charlie Munger pour présider aux destinées de Berkshire Hathaway, mais c'est sûr qu'on perdra quelque chose de savoureux quand même au passage, j'imagine, Pierre-Yves. Ah, je veux dire, il faut avoir le track record, il faut avoir la crédibilité et la preuve manifeste de la bonne performance de ces décisions pour ensuite dire des choses aussi fracassantes et provocantes que le font Warren Buffett aujourd'hui et que le faisait hier encore Charlie Munger. Il y a des choses qui me viennent à l'esprit. Par exemple, il y a toute cette théorie sur ce qu'on appelle le SOYA, S-O-Y-A, qui veut dire « sit on your ass », c'est-à-dire rester assis sur votre derrière. Ça participe de la même logique de ce dont je parlais à l'instant, de la patience. La plupart du temps, disait-il, le marché boursier vous donne une valeur à peu près correcte pour l'entreprise. Et puis de temps en temps, il se passe quelque chose d'effrayant, une crise qui fait peur à tout le monde. Et à ce moment-là, il faut arrêter de rester assis sur son derrière et de regarder la bourse. Il faut être capable, très vite, d'investir massivement et de faire le bon pari sur l'entreprise que l'on surveille depuis longtemps, dont on connaît la qualité et qui brusquement est soldée. Il parlait aussi, parce que c'était un philanthrope, il parlait aussi du monde universitaire. Il a donné beaucoup de son argent aux universités, en général en accompagnant ses dons d'instructions très précises et de plans très particuliers sur la nature des bâtiments qui devaient être construits sur les campus universitaires. Il a donné à Harvard, il a donné à Stanford, il a donné à l'Université de Michigan. Et quand on lui posait ces questions sur l'état d'esprit culturel, pour ne pas dire politique, de l'université, il disait, écoutez, moi, s'il n'en tenait qu'à moi, c'est très simple, je virerais à peu près un tiers des enseignants dans les matières non scientifiques, ils ne servent à rien, ils continuent de distiller des théories complètement débiles, y compris en matière de finance. C'était un grand ennemi d'un certain nombre de théories, par exemple la théorie moderne du portefeuille, du bêta, etc. Il dit, moi je n'y comprends rien, je passe mon temps à faire de l'investissement et je n'ai jamais eu besoin de ces modèles. À propos de track record et de personnalité du monde des affaires, il faut qu'on dise un mot d'Elon Musk aussi, Pierre-Yves. Alors, je ne sais pas à quoi vous faites référence, parce que oui, effectivement, il s'est exprimé, c'était la semaine dernière, à l'occasion du Deal Book Summit organisé par le New York Times. C'est Aaron Sorkin qui organise cet événement chaque année avec de grandes personnalités du monde de l'investissement et des affaires. Et Elon Musk était invité parce que ami de Andrew Sorkin. Oui, Elon Musk, classé X, hein, c'est le cas de le dire. Elon Musk qui n'en loute pas une pour faire de la provocation et pour dire tout haut des choses qui, en l'occurrence, sont quand même très crues, qu'on ne pourrait pas dire à l'antenne en direct aux États-Unis, ce qu'on ne peut dire que sur Netflix, à propos de quelques 200 entreprises qui ont décidé de boycotter sa plateforme, son réseau social X, de ne plus faire de publicité sur cette plateforme, parce que Elon Musk, une fois de plus, a fait un tweet de trop, un tweet qui, d'ailleurs, entre nous, est assez incompréhensible,
mais qui, quand on se penche vraiment dessus, valide des théories racistes et antisémites. Et ça a été très mal pris, et de grandes marques comme Apple, Disney, Comcast, Oracle par exemple, IBM aussi, ont décidé de ne plus faire de publicité sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Et nous avons sur scène Elon Musk, interrogé par notre collègue Andrew Sorkin, qui dit, écoutez, si vous voulez me faire chanter, si vous voulez pratiquer le chantage et me boycotter avec de l'argent, vous pouvez aller vous faire, et là il emploie le mot qui commence par F et qu'on ne peut pas prononcer à la télévision, peut-être sur Bismarck, mais vous m'avez compris. Un petit coucou à Bob, qui est Bob Iger, c'est ça, de Disney, hein, c'est ça au passage. Et il en rajoute une couche devant la stupeur du public. Oui, oui, vous pouvez aller vous faire F. Et c'est pour toi, Bob, dit-il. C'est pour toi, Bob. Bob, si tu nous regardes. Le patron de Disney, qui s'était exprimé quelques minutes avant et qui avait dit, écoutez, toujours dans des termes très diplomatiques, Bob Iger, grand diplomate, pour l'instant, nous avons constaté que nos messages ne sont pas compatibles avec le ton général de ce que l'on trouve sur X. Alors là, maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment la personne que Elon Musk a recrutée pour diriger Twitter, qui est quelqu'un qui a un grand track record en matière de publicité, puisqu'elle a dirigé pour Comcast, NBC, NBCU, toute la publicité, et qu'elle est très connue dans le monde des annonceurs publicitaires. Je ne veux pas écorcher son nom, il s'agit de Linda Yaccarino. Combien de temps va-t-elle supporter que Elon Musk vienne en gros saboter son travail? C'est la question que tout le monde de la publicité se pose. Linda Yaccarino a publié un commentaire dans lequel elle essaye de, je ne dirais pas d'excuser, mais de mettre dans un certain contexte libertaire, libertarien devrais-je dire, les commentaires de Elon Musk en disant notre plateforme est celle de la liberté maximum et nous comptons sur l'indépendance et la capacité de jugement de tous les participants dans ce dialogue débridé, etc. etc. Elon Musk est peut-être allé trop loin. En tout cas, Elon Musk a dit également quelques minutes après cette intervention fracassante sur scène à New York la semaine dernière, il a dit de toute façon, qu'est-ce qui va se passer si ce boycott continue? L'entreprise va disparaître. Parce que nous n'aurons plus la publicité, mais le public pourra dire qu'elle va disparaître à cause de ces grandes marques qui veulent nous imposer leur mode de vie, leur perspective, et on revient dans cette obsession de Elon Musk pour le combat du politiquement correct, le combat de la pensée unique, qui est quelque chose qui l'obsède et qui, dit-il, est la raison pour laquelle il a dépensé 44 milliards pour cette petite entreprise qui marchait très mal et dont il a changé le nom, qui s'appelle X aujourd'hui et qui s'appelait Twitter. Voilà pour les dernières actualités en provenance d'Amérique autour de Charlie Munger et Elon Musk. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous en visioconférence chaque lundi dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, 17h45 en direct, à retrouver en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes.